Une assistance technique qui peut faire la différence, à mon humble avis, nous pensons à une assistance technique qui peut s'appuyer aussi sur des ressources endogènes ou sur des compétences au niveau du pays où l'expert qui vient de l'extérieur s'associe avec un autre expert au niveau pays, mais également rester dans la durée un peu, que ce soit 3 mois, 6 mois, ça dépendra aussi du sujet, mais rester un peu dans la durée pour suivre de bout en bout l'aspect, ça dépendra aussi de quoi nous en avons besoin de cette assistance technique. Je pense que ça peut marcher. Pour résumer, une assistance technique qui s'appuie sur des compétences endogènes et également qui est dans la durée. Ces modèles doivent s'appuyer sur ce qui existe. C'est-à-dire, dans un pays, quand vous partez, vous connaissez le pays, appuyez sur des personnes aussi, ressources qui peuvent aider. Faisons en sorte qu'il y ait une appropriation de cette assistance technique aux nationaux. Faisons en sorte que ces nationaux soient vraiment acteurs de cette assistance technique. Il est toujours bon d'avoir cet œil extérieur dans les pays, mais il faut se dire que dans les pays aussi, il y a des personnes qui sont compétentes. Et là aussi, je pense qu'il a été fait un effort pour continuer à identifier, même au niveau pays, des bonnes personnes pour pouvoir faire des assistances techniques dans la sous-région. Je pense que si je reprends encore dans les deux pans, je crois qu'au niveau national, il faudrait déjà quand même revoir la stratégie déjà de recrutement des consultants, par exemple, ou alors de l'assistance technique qu'on voudrait, n'est-ce pas, offrir au niveau pays. Au niveau des associations, je crois que la meilleure assistance technique, n'est-ce pas, c'est celle-là qui vient, n'est-ce pas, renforcer le système communautaire. Ça ne sert à rien d'amener toujours des connaissances externes et ne pas renforcer les connaissances internes. Il vaudrait mieux que, au lieu de venir avec un consultant qu'on va payer pour la comptabilité, par exemple, qu'on puisse former un comptable à l'intérieur. Je crois que c'est la meilleure assistance technique pour qu'on soit sûr au moins que on a fait, n'est-ce pas, un transfert. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers le transfert de compétences. Alors, il faudrait que même dans l'assistance technique, qu'il puisse avoir un transfert vers le niveau national et vers les communautés, afin que les communautés deviennent un peu plus fortes. Donc, ça revient un peu au premier point, bien sûr. Je crois que en tant qu'organisation qui envoie des consultants sur le terrain, il y a un besoin de bien cibler ce que aussi bien les utilisateurs des résultats de la consultance que ceux qui demandent la consultance ou qui payent pour la consultance souhaitent. Par exemple, si vous travaillez avec les agences du système des Nations Unies, il y a toute une panoplie des guidelines et des recommandations qui existent au niveau de ces organisations. Il est clair que si on paye cette consultance et si les pays qui sont finalement tous membres des Nations Unies, il faut que les résultats de la consultance tiennent compte de cette vision ou de ces options stratégiques. Donc moi je pense qu'il y a intérêt d'avoir des consultants bien préparés et des consultants qui ont accès à ces informations. Deuxièmement, je pense qu'une fois que la consultance a été faite, je pense qu'il y a une sorte de contrôle de qualité ou de backstopping sur la qualité à faire, aussi bien par l'organisation qui envoie les consultants sur le terrain que par les utilisateurs et ceux qui ont payé pour la consultance. Donc je pense que ça c'est quand même des choses clés pour qu'une consultance soit vraiment valable, quoi. La différence de la préparation. Il faut vraiment préparer l'assistance avant d'arriver pour être sûr d'être inclusif. Il n'y a rien de plus compliqué que de venir dans un pays et qu'on soit pas exclusif, mais trop restreint dans les acteurs clés qui peuvent contribuer réellement à la réussite de la mission.
Et pour ce faire, c'est la préparation. Il faut être sûr qu'au moment où on arrive, quand bien même il y a des personnes ou bien des structures qu'on va rencontrer une fois sur place dans les échanges, on a eu ce temps-là d'être exhaustif, d'être assez large pour ne pas du tout exclure justement telle ou telle structure, tel ou tel groupe qui peuvent faire la différence. On est souvent amené à aller dans des pays où les potentialités existent, les compétences sont là, mais c'est la capacité de les mettre vraiment ensemble pour aboutir à quelque chose de bien fini. Alors, ce qui pourrait faire la différence, ce serait une meilleure préparation, qu'il y ait véritablement un briefing entre le bénéficiaire, le pourvoyeur d'assistance technique, le bailleur s'il le faut, pour véritablement identifier les besoins, mais aussi pouvoir comprendre quelles sont les capacités du bénéficiaire de l'assistance technique. Est-ce qu'il a vraiment les capacités de pouvoir recevoir l'information ou avoir les capacités qui sont renforcées? Est-ce que le niveau de langue lui permettra de bien comprendre, parce que parfois on peut arriver sur place et on se retrouve avec des gens qui ne sont pas lettrés ou qui ont un niveau bas. Donc parfois on peut être préparé à former des personnes qui ont un niveau supérieur et lorsqu'on arrive sur le terrain, il faut pouvoir s'adapter. Et puis, il faut pouvoir aussi identifier une expertise locale qui va apporter un soutien en ce qui concerne peut-être la langue, n'est-ce pas, la traduction, ou même, n'est-ce pas, le suivi des interventions après l'assistance technique. Pendant la période même de l'assistance technique, peut-être veiller à ce qu'il y ait un renforcement des capacités et qu'éventuellement, c'est nécessaire qu'il y ait des outils qui soient mis à la disposition du bénéficiaire. Et puis, après, un débriefing, certainement, et puis avoir identifié une entité, ça peut être un partenaire local ou autre, qui puisse assurer le suivi des recommandations. Selon moi, l'ère numérique où nous sommes, c'est déjà qu'il y ait une plateforme de gestion de l'assistance technique qui permette et aux bénéficiaires et à l'assistance technique de pouvoir faire le suivi ensemble des différentes étapes. Je pense que ça serait vraiment un plus pour un dispositif d'assistance technique à ce jour. La deuxième des choses aussi, c'est pouvoir avoir une cartographie de l'expertise. Parce que c'est vrai, lorsque on essaie d'exprimer le besoin, c'est bien aussi de connaître les disponibilités d'expertise qu'il y a. Il faut savoir aussi configurer la demande au regard du marché. Je veux faire une enquête sur la pharmacorésistance, par exemple, de médicaments antituberculeux. C'est bien au moment où j'exprime le besoin de savoir sur le marché, j'ai envie de dire, de l'assistance technique, la disponibilité qu'il y a par rapport aux ressources qui existent. Parce que de là dépend aussi la flexibilité qu'il y a de pouvoir mobiliser cette assistance technique, parce que plusieurs pays sont demandeurs et parfois des contraintes d'agenda font que vous vous retrouvez avec un ou deux experts uniquement et leur disponibilité pose problème parce que voilà, ils sont très demandés à gauche et à droite. Et donc cette prise en compte au moment de l'expression des besoins, je planifie une enquête, je sais que j'aurai besoin d'une assistance technique, je sais ce qui existe sur le marché, me permet de bien planifier cette assistance technique. Ce qui serait également intéressant, c'est d'avoir une notation des différents experts au regard de leur mission. Parce que c'est vrai, on étudie des CV, mais dans le CV, on n'arrive pas à apprécier la qualité de service que la personne a offerte. Et donc, je pense qu'avoir une sorte de plateforme qui permette d'avoir une idée de, après chaque prestation, quelle est la qualité ressentie par le dispositif, mais également par le bénéficiaire, je pense que ça serait un plus pour aider le bénéficiaire à faire sa sélection au-delà du CV. Le retour, il est fait et peut être documenté au niveau du dispositif. Mais le dispositif, quand il envoie 3 CV,
il ne donne pas sa notation au regard des retours qu'il a eus, pour aider aussi à l'orientation pour la sélection par le bénéficiaire. C'est certain que l'assistance technique peut participer au renforcement des capacités dans un pays, et je dirais ce d'autant plus que c'est une assistance technique continue. Ce que j'entends par continu, le fait de mobiliser souvent le même expert dans le pays contribue à renforcer le pays parce qu'il a une bonne connaissance, il suit avec le pays les évolutions et peut au besoin savoir les éléments sur lesquels le pays devrait être renforcé. Donc apporter ce feedback au dispositif qui lui permet aussi d'avoir une idée de l'offre à venir. Ouais, la plus efficiente, je prendrais par exemple le cas que je connais bien, c'est celui qui nous a été donné lors de la relation de la note conceptuelle. Là, nous avons vraiment senti un appui technique qui était efficace. Mais seulement ce qui a un peu dérangé, et qui était d'ailleurs conduite par vous-même, nous vous remercions déjà parce que ça a porté des fruits. Nous avons pu, dans les délais, produire des résultats escomptés. Mais seulement, il y avait tellement de consultants qu'à un moment, c'était un peu difficile de définir les rôles et les responsabilités. Nous pensons qu'il est important parfois, et une assistance technique est toujours importante, mais seulement avant, il faudrait bien définir quel est le cahier de charges, qui vient faire quoi, et partir sur la base des besoins. Nous pensons que ça pourrait toujours aider les pays et les organisations. L'assistance technique, à quoi ça doit ressembler? C'est vraiment les renforcements des compétences, les renforcements de l'expertise locale. Parce que souvent, l'assistance technique vient pour 2 semaines. Les plus longs, ça peut être 3 ou 4 semaines et c'est parti. Et il faut que l'assistance technique soit portée par l'expertise locale. L'expertise locale appuyée par une personne qui a une vision plus large et peut-être plus poussée, mais ça doit être vraiment quelque chose de... Cette collaboration entre l'extérieur et l'interne doit continuer pour pouvoir construire de la durée. Si on doit construire de la durée, on doit tenir compte d'avoir des experts locaux qui doivent aussi être reconnus et qui doivent être appuyés par les experts internationaux. Et cet accompagnement ne doit pas se limiter dans le timing du contrat. C'est vrai que les consultants internationaux, comme tout consultant, on dit ce sont des prostituées. Je m'excuse du terme, c'est parfois ça parce qu'il est au plus au fond. Mais je crois que quand vous avez accompagné un pays, quand vous avez accompagné une organisation, il y a des affinités qui se créent. Et vous devez être à l'écoute de cette organisation, à l'écoute de ce pays, au-delà du timing de votre... Enfin, ça vous mettre en conflit avec vous-même, quoi. Mais si c'est possible, être à l'écoute, de répondre aux besoins, aux incompréhensions, aux insuffisances de ces pays ou de ces organisations. L'assistance technique qui fait la différence, quand tu as la chance d'avoir le consultant qui a fait le terrain, qui est dans la proximité, qui est dans le non-jugement, et franchement, on sent que ça fait la différence. L'assistance technique, le consultant qui a fait le terrain, qui est charismatique et qui est vraiment un médiateur né dans son âme. Parce que souvent, j'ai vu, il y a de l'assistance technique où c'était beaucoup plus aller gérer les conflits dans les pays pour même pouvoir prendre un document. Comment être capable, l'assistance technique qui sera capable de mettre les acteurs nationaux autour d'une table et de pouvoir écrire, produire un document. Pour moi je trouve que ça c'est le best de l'assistance technique. En disant ce n'est pas à moi d'écrire, mais à moi de faire de telle manière que les gens se sont mis autour d'une table, ils se partagent l'information et ils parviennent à faire la production. Et j'ai un fil conducteur où je peux apporter mon input. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, qu'est-ce qui va faire la différence? Si aujourd'hui, on a de l'assistance technique où tu as, moi je peux dire, le consultant théorique et tu as l'intervenant. Tu vois, si c'est là aussi, c'est-à-dire la combinaison de binômes entre un sachant théorique et quelqu'un qui est un pratiquant, qui est pragmatique. Et là, ce serait excellent. C'est-à-dire, je rêve que demain, on voit une personne pop-clé communautaire qui a un savoir-faire
mais c'est de savoir profane. Et qui est avec un consultant senior qui sait les formulaires, qui sait bien l'écriture. Et en mettant ces deux ensemble, je me dis ça va être quelque chose de différent. Ça c'est un. Et deuxièmement aussi, si c'est possible, quand l'assistance technique va venir, est-ce que c'est une convention, est-ce que c'est la charte de l'assistance technique, c'est-à-dire quel mandat on lui donne, tu vois, c'est-à-dire au-delà du commanditaire. Parce qu'en tant qu'assistance technique, quand je fais, je dois gagner ma vie. Bon, maintenant, entre gagner ma vie, mon pain, et être capable de dire des choses qui ne vont pas. Parce que souvent, quand on est assistance technique, même quand il y a la ressource, il y a quoi que ce soit, je ne peux pas outrepasser, je ne peux pas dire ça, sinon je vais vexer soit le ministère de la Santé, soit le secrétariat, je ne dois pas prendre parti, et là, ça pose problème. C'est-à-dire, et là, rester comme dans la position du système onusien, l'ONU-SIDA qui commandite, bon, on dit, tu es consultant, même quand l'assistance technique arrive, quand il y a le commanditaire, le midi, c'est pour aller déjeuner avec l'équipe de l'ONU-SIDA. Et alors que les pays, c'est-à-dire que c'est le moment de faire émerger les vrais besoins et de mettre les gens en lien. Donc là, ça fait une plus-value, quoi. C'est pourquoi je me dirais aussi que l'assistance technique, la meilleure chose, ça dépend des individus, des savoir-être, des personnalités. Bon, on ne peut pas cloner tout le monde. Je pense que l'assistance technique qui connaît bien le contexte pays, le contexte région, les populations, qui connaît également les acteurs dans le pays, parce qu'un consultant, lorsqu'il arrive, il va travailler avec plusieurs acteurs, le programme national, la société civile, le CCM, d'autres personnes. Donc également, quand il met tous les acteurs sur la même table, il essaye de fédérer et de trouver donc un consensus, un compromis entre ces différents acteurs. Je pense que là, on peut avancer. Parce qu'en fin de compte, le livrable ne peut être un livrable réussi que s'il tient compte donc des besoins et des activités donc des différents acteurs. Une assistance technique qui fait la différence, c'est une assistance technique où le consultant ou l'expert prend le temps de communiquer et de partager ses expériences, son savoir-faire, ses compétences avec la contrepartie nationale. De telle sorte que, après son départ, les nationaux puissent garder un certain niveau de compétences et de savoir-faire. Par exemple, les nationaux doivent pouvoir faire des plans opérationnels. Les nationaux au niveau central, par exemple, doivent pouvoir appuyer les régions dans l'élaboration des plans opérationnels. On n'a pas besoin d'un expert international pour aller dans les régions ou dans les districts développer des plans. Donc, il faut que ça puisse se faire à l'interne avec les nationaux. Donc, une consultance qui est en fait idéale, si je peux utiliser ce terme, ça serait laisser en fait certaines compétences aux nationaux pour que les nationaux puissent faire une ébauche du travail tout seul. Il y a bien des experts qui ne sont pas exposés aux nouvelles connaissances, aux nouvelles tendances, voilà, parce qu'ils n'ont pas la chance de participer soit à des ateliers ou à des séminaires. Et je pense que l'atelier auquel j'ai participé cette semaine, c'est une opportunité d'apprendre et de comprendre comment les choses devront se faire dans les mois et les années à venir. Donc, dans ce sens-là, les experts n'ont pas toujours la chance de mettre à niveau, de mettre à jour leurs connaissances. Et ça, c'est un point faible aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours invités à ces genres d'ateliers où les nouvelles tendances sont discutées. Dans mon expérience à moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. C'est quelque chose qui se fait au jour le jour et aussi en lisant, en visitant d'autres pays, en lisant d'autres documents.
on fait un travail de comparaison entre ce qui a été fait dans un pays donné par rapport à un autre pays. Et on essaie de tirer les points forts et du même coup d'écarter les faiblesses. Donc c'est ça, ça s'acquiert au fil du temps, au fur et à mesure. Parce que si vous allez dans un pays donné, vous allez avoir accès à pas mal de documents de ce pays-là. Maintenant, c'est à l'expert de faire la part des choses, de tirer le meilleur de ce qui a été fait déjà. Et ça c'est une forme de renforcement de capacité pour l'expert en tant que tel. Mais en même temps, essayer d'écarter certains points faibles ou bien certains documents qui ne coïncident pas ou bien qui ne s'adaptent pas à la réalité du pays. C'est une partie difficile à cerner, mais en rencontrant les partenaires, parce qu'il y a des mandats où on est obligé d'avoir des rencontres avec les partenaires. Au cours de ces rencontres, on finit par comprendre les grands enjeux, je veux dire comme le panorama politique, les problèmes, c'est ça. À part les lectures qui ne sont pas suffisantes, mais la rencontre avec les partenaires est très importante. Et ce n'est pas des grandes rencontres de 20, 30, 40, 50 personnes, non. Des rencontres en aparté avec les partenaires où on discute, on va pouvoir comprendre les conflits, on va pouvoir comprendre ce qui ne marche pas, je veux dire, pourquoi on tire les ficelles, voilà, les enjeux, etc. Ça, c'est un point important parce que si on n'arrive pas à le faire dès la première semaine, on ne pourra pas comprendre le paysage politique et on ne va pas savoir où mettre les pieds dans le cadre de la consultance.